Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va parler de slow management. Donc aujourd'hui, le but c'est de voir comment on peut justement aller un petit peu à contre-courant de ce qui se fait souvent dans des périodes où on demande d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux, toujours plus irréalistes. Eh bien, à contrario de ce fast management, il y a la possibilité du slow management et c'est le sujet qu'on voulait vous partager aujourd'hui, vous repartager précisément. Certains d'entre vous étaient déjà venus à notre session plus tôt dans l'année, qu'on n'a pas pu approfondir et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Michel aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin, on va être beaucoup plus dans l'opérationnel. Donc pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr, on fera un rappel du concept et pour vous tous, on va voir comment de manière plus opérationnelle on peut faire. Avant cela, déjà le temps que les gens nous rejoignent, se connectent, on va déjà rapidement effectivement présenter Proevolution pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous sommes effectivement un cabinet de conseil RH. Notre mission, c'est de booster l'accompagnement du cycle de vie du capital humain au travers de différents métiers. Métiers aujourd'hui, donc on va parler notamment avec Michel de transition carrière et conseil, notamment dans tout ce qui est aspect coaching, formation, accompagnement. On fait aussi depuis le début de nos 36 ans d'existence du recrutement, un recrutement sur l'axe francophone, mais aussi sur l'axe transfrontalier, notamment avec l'Allemagne, l'Espagne. Pour des besoins plus immédiats, opérationnels courte durée, on propose aussi du management de transition et on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'IA et comment intégrer justement dans des process humains du digital. Et ça, c'est la mission donc du quatrième pôle avec ConnexUp pour parler de quelques chiffres pendant que les gens se connectent. Donc je vous disais 36 ans d'existence. On a la particularité d'être un cabinet indépendant. On est présent, on reviendra sur les localisations. On a presque 5 millions de chiffres d'affaires. On a différentes certifications, notamment sur tout ce qui est aspect formation Calliope, mais également des labels comme Happy Candidate qui montrent qu'on accompagne bien nos candidats. On est aussi reconnu par les Échos comme parmi les meilleurs cabinets de recrutement de France pour une équipe d'une vingtaine de collaborateurs. Voilà. Et ce que je peux encore vous dire sur Proevolution, donc effectivement nos emplacements géographiques, le siège est à Mulhouse, on a également beaucoup d'équipes, notamment Michel, qui sont présents à Strasbourg. On s'est développé cette année, je vous parlais de transfrontalier, notamment avec un bureau à Karlsruhe, et puis on est présent un peu partout en France, et on est en capacité de travailler dans toute la France et aussi à l'international. Voilà. Et donc pour revenir directement dans le sujet, donc le slow management, c'est bien sûr notre expert, je vais le laisser se présenter, Michel, mais qui est également accompagné ce soir de Nathalie, qui va vous répondre à tout ça. Avant de commencer, petit rappel des règles d'usage des outils de webinar et notamment cet outil Livestorm auquel vous êtes connecté ce soir. Donc vous voyez, vous avez des petits boutons, des petits onglets en bas à droite de votre fenêtre qui vous permettent, notamment je vois que vous êtes nombreux à nous dire bonjour, bonjour Hubert, Patrick, Jean-Franck, voilà, bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas bien sûr à utiliser cet onglet pour les échanges entre vous. Pour les questions, vous avez juste un petit peu à gauche donc de cet onglet en bas à droite, l'onglet questions. Donc, je vous invite pour poser vos questions, effectivement, à les poser ici. On les prendra à la fin de l'intervention de Michel et Nathalie. Alors, Nathalie, je précise, qui ne restera pas jusqu'au bout, elle a un impératif, mais Michel, par contre, sera là pour répondre à toutes vos questions jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions pour poser vos questions qu'on reprendra donc à la fin de l'intervention. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ma part et je vais donc remettre les clés de ce webinaire qui sera fort intéressant sur un sujet qui devrait l'être d'autant plus. Michel va vous expliquer les enjeux. Michel, c'est à toi. Oui, très bien, merci beaucoup Xavier Noël. Donc Michel Klingler, moi je suis responsable du département transition de carrière au sein de Proevolution. Voilà, ça fait un petit moment qu'on intervient sur les réseaux et notamment sur cette thématique-là ce soir sur le slow management, puisque quand on avait démarré ce webinaire le 25 avril de cette année, on vous avait présenté un certain nombre de choses. Mais je suis pas seul effectivement ce soir, je suis avec Nathalie. Nathalie, tu te présentes peut-être rapidement, très vite. Oui, donc Nathalie Mielcarec, donc moi je travaille au sein du cabinet Proevolution depuis 16 ans et ça fait plus de 20 ans que donc j'interviens dans le domaine des ressources humaines et notamment dans l'accompagnement des managers et effectivement ce soir l'idée c'est aussi de mettre notre retour d'expérience aussi dans cette présentation pour vous faire partager un peu notre vécu et notre vision de ce slow management.
Voilà, donc effectivement, ce slow management, vous voyez qu'il intervient, si tu es le webinaire, quand on avait parlé du slow management le 25 avril, c'était plus une introduction, même si nous avions essayé de faire l'exercice de rentrer un peu plus dans le concret. Et vous allez voir qu'on définit slow management non pas comme aller doucement, parce qu'il y a marqué slow dans le titre, mais c'est prendre le temps. Et finalement, c'était tout à fait aligné avec la thématique de prendre le temps de reparler du slow management, pas juste changer et switcher et passer à autre chose. Le slow management, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment y revenir en complément de ce qu'on avait déjà fait précédemment, conduire le changement et accompagner la transition, où on vous avait présenté nos 7 intimes convictions, d'accompagner la transition, de faire le collectif et de l'individuel, de communiquer le changement, de bien se connaître soi-même dans le changement. Parce que le changement, parfois, ça peut être vécu de manière traumatisante par les équipes. Donc, on avait fait un deuxième séminaire sur faire preuve de résilience. C'est quoi la résilience? Et dans ce séminaire, on avait beaucoup insisté sur les 2 premières étapes, que sont la confiance, retrouver la confiance, et surtout, presque une étape indispensable et préliminaire, qui est l'acceptation du changement. Donc, on avait beaucoup insisté sur ce deuxième séminaire sur l'acceptation. Et puis, je le disais le 25 avril dernier, le slow management introduction. On va reprendre quelques slides de cette introduction pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas assisté au premier, sans refaire bien évidemment une deuxième fois ce même séminaire. Et avec l'équipe aujourd'hui, parce que c'est Michel Klingler qui parle ce soir, mais on a beaucoup travaillé aussi à la préparation de ce webinaire avec l'équipe, à l'ensemble de l'équipe, sur les 20 personnes dont vous a parlé Xavier Noël. Il y a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent dans la partie conseil en ressources humaines. Et effectivement, on s'est dit et on s'est posé la question de comment on peut présenter ça ce soir, notamment sur notre approche et notre méthodologie pour mettre en œuvre le slow management dans l'entreprise. Voilà, donc je vais effectivement, alors ça c'est un slide que j'ai gardé pour savoir d'où vient finalement ce slow management, parce que si vous allez effectivement un petit peu vous documenter par rapport à ça, il peut y avoir du slow tourisme, du slow cosmétique, du slow art, du slow education et du slow food. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très d'actualité aujourd'hui sur un tas de sujets, sur une somme de thématiques et notamment sur le management. Ça vient effectivement finalement de Bill Hewlett et de Dave Packard qui ont dans les années 60 mis en place un mode de management. C'est un peu les précurseurs de ça parce que ils avaient comme habitude de se promener un peu dans l'usine et puis d'aller parler avec les gens tout simplement. Prendre le temps et effectivement, surtout d'ailleurs, il disait quand l'entreprise va pas bien, il y a eu des moments où HP n'allait pas bien et c'est le management by walking ou wandering around. Ça a été complété effectivement, c'est un peu vraiment la base. Hein, c'est ce mode de management là qui est à l'origine et à la source du slow management. Le nom slow management vient aussi un petit peu de ce que je viens d'évoquer avec Carlo Petrini qui lui, alors c'est un Italien, c'est plutôt un piémontais, mais il s'est horripilé de voir qu'on pouvait mettre un fast-food à Piazza di Spagna à Rome, et donc il a créé ce mouvement du slow food qui s'est développé et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur le développement de la biodiversité, de la préservation de l'environnement. Et c'est un peu lui qui a lancé cette mode par opposition au fast food, du slow food. Et on va parler bien évidemment aujourd'hui aussi du fast management et du slow management. Ensuite, il y a quelques écrits, je les ai gardés, c'est les mêmes. Hein, c'est effectivement des auteurs qui nous disent qu'on a tous un biais pour l'action, a bias for action. C'est effectivement que finalement, parfois, notre vie, elle est régie par notre to-do list. Et on a des choses à faire, et puis on les fait. Et puis, comme parfois j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains managers, ils me disent, tu sais, moi, Michel, je rentre le soir, quand j'ai pu barrer une dernière ligne avant de rentrer, je suis content, comme ça, moi, je sais que ça ne sera pas à faire demain. Bias for action, c'est aussi de dire, finalement, dans la to-do list, il y a des choses urgentes, il y a aussi des choses importantes. Et les auteurs, là, proposent aux managers de se focaliser sur vraiment ce qui est important et savoir dire non à certaines choses. C'est intéressant déjà de le citer à cet endroit-là parce que à un moment donné, prendre le temps, c'est aussi parfois se dire que ce temps-là, je l'affecte à certaines tâches qui sont importantes et le slow management en fait partie. Après, notre ami Carl Honoré, là, qui est un Canadien et qui vit en Angleterre, lui, il a fait l'éloge de la lenteur. Alors, il y a le mot lenteur dedans, bien sûr.
Mais il dit surtout qu'à un moment donné, on est dans un mode. Finalement, c'est lui le premier dans ces années-là, en 2017, qui a dit à un moment donné, c'est en 2004, pardon, qui a dit à un moment donné, attention, on est vraiment dans une culture de faire plein de choses et de les faire très très vite. Et donc l'important là, c'est effectivement de pouvoir se dire que c'est le premier qui a fait le lien un petit peu entre ça et cette notion de stress. Il a mis en place les premiers éléments sur la rapidité, sur finalement l'accélération de tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc le warning qui est de dire prendre son temps, parfois aller doucement. C'est pour ça que c'est l'éloge de la lenteur. Ça permet aussi d'éviter d'arriver dans une situation de stress. Et ce principe de l'accélération, Hartmut Rosa l'a repris aussi dans un bouquin, un petit bouquin qui s'appelle L'accélération. Merci Marc de m'avoir prêté ce livre, je le lisais déjà la dernière fois, où finalement il met en avant un certain nombre de registres que sont l'accélération technique, l'accélération du changement. L'accélération technique, oui, tout change très très vite au niveau des technologies. L'accélération des changements, et c'est pas qu'il y a pas de changement avant, mais ça va de plus en plus vite aussi dans les changements que les équipes vivent. Et puis bien évidemment aussi l'accélération effectivement du rythme de vie qui est un point important. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que Hartmut Rosa dit aussi qu'à un moment donné, finalement nous-mêmes, alors qu'on a plein d'outils, puisqu'il y a une accélération technologique, on devrait avoir plein d'outils qui pourraient nous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour faire le wandering around, là, je me promène aller dans les équipes. Eh ben ça marche pas comme ça. Plus il y a des outils et l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment, plus il y a des outils qui sont des outils finalement qui devraient nous permettre d'avoir ce temps, et plus on a toujours beaucoup de choses à faire. Et donc c'est intéressant de se dire que finalement, et c'est là où il veut en venir aussi, qu'on est aussi nous co-responsables de ce qui se passe, parce qu'on alimente en quelque sorte le système, on s'habitue à ce rythme, on s'habitue à cette accélération et ça nous rassure. Et j'ai presque même envie de dire qu'il y aura peut-être un prochain livre, je parlais de 2017, etc., mais là on est en 2024, il y aura peut-être un livre qui sera écrit par une personne qui s'appelle Philippe, qui nous écoute en ce moment, et qui expliquera que pour pouvoir faire du slow management, il y a vraiment une étape intermédiaire où il faut un petit peu se déprogrammer de ce côté fast pour se reprogrammer sur un rythme très différent. Parce qu'arrêter d'avoir beaucoup de choses à faire et avoir du temps, ça crée du vide et l'homme a un petit peu peur du vide. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera sûrement l'objet d'un autre webinaire avec mon ami Philippe. Je lui fais un petit coucou au passage. Voilà, donc effectivement, le slow management. Je vais passer la parole à Nathalie, puisque c'est un petit peu notre définition de ce que peut être le fast management et le slow management. Nathalie, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Michel. Bon, effectivement, si on regarde, alors sans bien sûr tomber dans de la caricature, mais on peut comme ça identifier dans le fast management, on est forcément centré sur les to-do. Donc on la connaît, la liste des to-do, c'est organiser le travail, les plannings, piloter l'activité, les chiffres, contrôler. Beaucoup de gestion des urgences, des problèmes du quotidien, la gestion des projets, les emails. On sait très bien aussi la gestion des beaucoup trop d'emails, les réunions aussi, beaucoup d'où on saute d'une réunion, où les managers sautent d'une réunion dans l'autre. Et donc tout ça, parce qu'en fait aussi on fonctionne finalement la majeure partie de notre journée en mode automatique, et on a notre cerveau en mode automatique, ce qui fait qu'en fait on fait les choses de manière machinale avec des comportements et un fonctionnement par réflexe. On est aussi dans le fast management beaucoup plus centré sur la technique et sur l'organisation, soumis aussi peut-être à l'immédiateté des résultats et sous l'influence des marchés, de l'économie. Tout ça est amplificateur bien sûr de stress, potentiellement, alors pour le manager et bien sûr après pour les équipes, et potentiellement générateur de mal-être. Donc là, l'homme est plus une ressource que dans le slow management, où on est centré plutôt sur l'humain. Là, l'option, c'est de se centrer sur la relation, de prendre le temps d'être à l'écoute de ses collègues, des équipes,
de prendre le temps de vivre et de partager des moments et de savoir aussi prendre et donner du temps, montrer à travers cette prise de temps pour l'autre qu'on lui accorde de l'importance, que l'autre a de l'importance pour nous, faire preuve d'empathie, la vraie empathie, pas celle en 2 minutes, mais celle qui montre qu'on se soucie sincèrement des autres. Et là, effectivement, ce qui se passe dans notre cerveau, Michel en avait certainement déjà parlé lors du changement, c'est qu'on se met en mode adaptatif et on est plus sur de la curiosité, et on sort des schémas classiques. On peut innover, être plus créatif en termes de relations. On est ici et maintenant avec les personnes et on est soucieux de l'écologie, ce qu'on appelle nous de la personne, du bien-être de la personne. Tout ça va être forcément atténuateur de stress, déjà on va dire pour le manager et bien entendu pour les équipes en entreprise. Et là la vision de l'homme, l'homme est une vision qui est perçue comme une richesse en fait. Alors, pourquoi les managers viennent en coaching chez nous, Nathalie, finalement? On s'était aussi posé cette question. Oui. Une fois qu'on a donné cette définition, on dit finalement, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui fait que nous, on a beaucoup finalement de managers en coaching au sein du cabinet? Alors, si on est sur le registre du fast management, c'est plus déléguer et engager les équipes, mieux structurer le travail, gérer les priorités et savoir décider. Okay. Quand on est sur l'aspect slow management, c'est vraiment là aussi le fait d'être en coaching et c'est vraiment un temps où ils peuvent prendre soin d'eux et mieux gérer leur énergie, savoir renouveler, on va dire, leur énergie, mieux gérer leur stress et celui de leurs équipes, prendre de la hauteur et du recul par rapport aux situations, se poser, faire ce que moi j'appelle le fameux pas de côté, améliorer sa communication et ses relations avec l'équipe, être plus dans l'empathie, dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire montrer aussi qu'on est en meilleure connaissance de soi et meilleure connaissance du fonctionnement de l'autre, être accompagné dans la prise de nouvelles fonctions, ce qu'on appelle l'accompagnement à la nouvelle fonction, et comprendre l'impact de ces comportements et l'importance en fait de ce qu'effectivement ont les sciences molles. Ça, c'est le verbatim qu'on entend régulièrement et que finalement les personnes prennent conscience que oui, il y a des choses qui sont complètement rationnelles, mais il y a aussi des choses au niveau émotionnel qui se vivent et que effectivement les personnes ne sont pas des machines et qu'il faut interagir avec eux différemment. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on avait aussi mis que parfois le coaching, alors j'espère que vous m'entendez bien, le coaching peut aussi être impacté par le fast ou le slow, et qu'il y a une période où on nous demandait finalement plusieurs choses, mais la première c'est d'intervenir en mode pompier ou en mode magicien, et si possible de faire en 3 séances plutôt que de 6 ou 10, et on nous demandait finalement nous aussi de participer à l'accélération globale et d'être des fast coach ou de faire du fast coaching. Et je peux vous avouer, en tout cas vous dire que fut un temps au sein de l'équipe, n'est-ce pas Nathalie, on s'était même dit ouais, ça pourrait être intéressant de faire du flash coaching. On était sur du flash, etc. C'est super le flash, mais en fait on était nous aussi pris dans ce système. Et aujourd'hui, avec le recul, avec 18 années d'expérience et de pratique professionnelle, c'est surtout Xavier Noël, tu disais aller à contre-courant. C'est accompagner le courant, mais en étant un petit peu dehors aussi, et en essayant de proposer des choses différentes et pas lâcher sur le slow coaching, ou en tout cas le slow management, et on va y revenir. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les managers, si on regarde la couleur rouge pour le fast et vert pour le slow, on peut supposer qu'aujourd'hui, si tu prends un manager dans une entreprise, sa configuration va être en règle générale, et tout le monde sera d'accord là-dessus, vu ce qui se passe, vu le contexte, vu les contraintes des entreprises, à 90% dans du fast, et de temps en temps, on essaie de faire un petit peu de slow, finalement de 10%. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent nous voir, parce qu'ils en font pas assez. Nous, notre ambition, et c'est ce qu'on avait dit là-dessus, c'est effectivement d'être très réaliste par rapport à ça, mais d'éviter aussi que finalement
on n'aille pas vers quelque chose qui puisse s'appeler l'obsolescence programmée des ressources humaines, tout simplement le burn-out, parce que le burn-out, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les ressources, puisqu'on considère l'homme comme une ressource et non pas une richesse, la ressource, à un moment donné, elle a un temps de vie, puis après, il y a un capteur qui crame ou qui fond, et puis finalement, voilà, on appelle ça le burn-out, on a même mis un mot là-dessus. C'est intéressant de passer de l'amélioration continue de la performance aussi à l'amélioration continue de la relation et éviter la dégradation continue des relations. Donc notre ambition, disais-je, c'était pas forcément passer de 90-10 à 10-90, mais aussi de voir comment on peut, grâce à cette approche du slow management, peut-être déjà dans un premier temps, prendre le temps aussi de passer de 90-10 à 80-20. Voilà, donc le slow management, ça aussi c'est quelque chose, merci Nathalie, puis si tu dois te sauver, on te souhaite une belle soirée, c'est de prendre le temps, finalement, c'est prendre le temps de faire quoi? Alors la dernière fois on avait dit, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet aussi de comment faire, c'était prendre soin de soi. On avait dit, attention, je peux pas faire du slow management si moi-même je suis pas dans comment je prends finalement soin de moi. Le premier outil du coaching, c'est le coach lui-même. Le premier outil du management, c'est le manager lui-même. Et du slow management, c'est le manager lui-même. Donc, c'est important aussi d'avoir une première logique, de se recentrer sur soi. Et on travaille énormément dans les entreprises aujourd'hui sur le bien-être et notamment le bien-être des managers. Et puis, une fois que je prends soin de moi, ensuite, je peux prendre soin de la relation à l'autre. Effectivement, ça c'est fondamental de pouvoir se dire ça aussi, parce que voilà, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, il est important que je prenne le temps de lui dire et pas simplement dans un couloir où j'étais avec un groupe ce matin, on a beaucoup parlé du feedback et de savoir comment et quand et dans quel lieu faire du feedback à une personne, donc prendre le soin de la relation à l'autre. Et il y a aussi, bien évidemment, pour ça, si je prends soin de la relation, c'est-à-dire que j'essaie aussi de bien connaître mes équipes. La bonne connaissance de soi, c'est une chose, mais bien connaître l'autre, c'est fondamental aussi, de manière à pouvoir effectivement ajuster et adapter son discours. Son discours, c'est faire du feedback. Au final, le feedback, c'est un formidable outil pour justement faire du slow management et être dans prendre le temps de dire les choses et surtout transformer la critique ou le reproche, comme ça peut être perçu, qui va générer du mal-être, dans une réelle culture du feedback. Et fondamentalement, toutes les entreprises qu'on voit, alors on a quelques-unes qui ont développé, qui ont même hyper développé cette culture du feedback, mais franchement, dans l'ensemble, dans un grand nombre de secteurs d'activité, la culture du feedback, c'est quelque chose qui est encore à développer. Après, il y a des temps de respiration et de célébration avec son équipe, bien évidemment, et puis aussi porter son attention sur l'estime de soi. Ça, c'est plus la façon dont on regarde son collaborateur et on essaye de développer la confiance qu'il peut avoir en lui, l'image qu'il peut avoir de lui-même et la vision qu'il peut avoir aussi de son évolution au sein de l'équipe. On fera peut-être plus un zoom ce soir sur prendre soin de soi, prendre soin de la relation à l'autre et bien connaître l'autre. Donc, comment mettre en œuvre le slow management? Comment? Et je fais gardien du temps en même temps, 17h23. On va prendre le temps de bien rentrer dans cet élément-là. Alors, mettre en œuvre le slow management, comment? Pour nous, la démarche qu'on propose, on l'intitule un peu le Slow Management Development, le SMD. C'est une démarche qu'on a développée effectivement pour permettre aux entreprises qui veulent aujourd'hui, ou si vous nous écoutez là, vous dites tiens, comment on pourrait faire finalement cette mise en œuvre. D'ailleurs, à l'issue du premier webinaire qu'on avait fait, il y avait un certain nombre de personnes qui nous avaient appelés, notamment en posture de DRH d'ailleurs, et qui nous avaient dit ça m'intéresse, moi, le slow management, comment vous le mettez en œuvre? C'est-à-dire, si demain on démarre un projet avec vous, finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, donc, on amène un petit peu aussi des réponses ce soir, bien évidemment. Avec l'équipe, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une approche tout à fait pratico-pratique et par étape. Une première étape avec un diagnostic quantitatif au sein de l'entreprise, et on va y revenir. Une approche ensuite, bien évidemment, qualitative, qui est un peu plus dans une segmentation où on essaye de travailler peut-être, non pas sur du collectif, mais aussi sur de l'individuel. Et tout ça pour arriver sur de réels plans d'action qui vont permettre à un manager qui est sûrement dans un 90-10 de passer et de basculer sur un 80-20. Après, s'il a la tentation d'aller sur un 70-30 ou de développer ça beaucoup plus dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. On peut aussi amplifier, on va le voir comment.
Cette démarche, en fait, c'est vraiment une démarche entonnoir. Hein. Le SMD, le Slow Management Development, c'est une démarche où effectivement, on va brique par brique jusqu'à des plans d'action individuels et concrets pour les managers dans l'entreprise. Donc, ça concerne bien évidemment la population des managers, mais il n'y a pas de projet s'il n'y a pas une vision pour le projet. Il n'y a pas de démarche s'il n'y a pas une intention derrière. Il n'y a pas d'action s'il n'y a pas d'intention. Donc, la toute première chose quand on lance une démarche, c'est finalement quand on va faire cette démarche, c'est quoi la vision, c'est quoi l'intention que veut poser le management, la direction de l'entreprise pour mettre en œuvre une démarche de slow management. Ok, est-ce que c'est le dernier truc à la mode? Vous avez suivi un webinaire, ça paraît sympa, etc. Est-ce qu'on lit derrière tout ça finalement l'engagement des managers à s'occuper un peu plus de la relation et du bien-être des personnes que finalement du faire, être plutôt dans le être que dans le faire, parce que des personnes qui sont bien dans leur poste, elles prendront soin de leur job et de notre entreprise. Donc, il est important, comme dans tout projet, mais particulièrement là, de bien redonner de la vision pour le projet. Pourquoi finalement on veut faire ce projet de slow management? Et bien évidemment aussi de se dire que, et ça nous permet nous aussi d'avoir un certain nombre de contextes, un certain nombre d'informations sur le contexte, et de voir d'où part l'entreprise et jusqu'où elle veut aller. C'est-à-dire pour vous finalement, si on parle de slow management, nous on a un modèle, on va vous le présenter là tout à l'heure, mais pour vous ça voudrait dire quoi de faire du slow management? Donc, on est aussi beaucoup dans une approche, bien évidemment, un peu posture basse ou d'égal à égal, où on se dit, voilà, nous, on a des choses à vous proposer, mais en même temps, quel est pour vous, comment vous voyez la déclinaison du slow management dans votre entreprise, et surtout en termes de comportement attendu, c'est-à-dire pour nous, le slow management, voilà ce qu'on constate pour nos managers, ils sont impliqués, ils sont engagés, ah ben non, dès qu'il y a des choses un petit peu difficiles à dire, ils vont à la DRH, où ils passent pas assez de temps à faire de l'informel avec les équipes, etc. Enfin, c'est tous ces éléments qui nous permettent de bien comprendre un petit peu le contexte de la situation. Deuxième étape, ensuite, on fait du coup un état des lieux par rapport à ce contexte. On fait un état des lieux collectif, des pratiques managériales actuelles entre fast et slow. Et on a construit un questionnaire, vraiment un questionnaire qui est très global sur ces 5 thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. 6 thématiques, prendre soin de soi, prendre soin de la relation à l'autre, bien connaître l'autre, faire du feedback, respirer, célébrer avec son équipe et porter son attention sur l'estime de soi. On a construit un questionnaire qu'on peut effectivement mettre en œuvre dans l'entreprise en envoyant un questionnaire via l'informatique, avec un formulaire, et on récupère, déjà on fait un premier état des lieux pour voir si finalement mes managers dans l'entreprise, c'est plutôt des fast managers ou des slow managers, et puis on peut même faire un calcul grâce à ces questionnaires, vous savez, on fait souvent des pourcentages, etc. Et on est capable de dire, après ce diagnostic quantitatif, voilà, est-ce qu'on est dans le 80-20, dans le 10-10, dans le 70-30, etc. Et ça, c'est important. Et effectivement, à redire aussi, on a construit un questionnaire, mais on peut aussi personnaliser le questionnaire par rapport à l'entreprise, parce que souvent, il y a la culture d'entreprise qui rentre en ligne de compte, et que parfois, vous savez, chez nous, on dit pas manager, on dit chef de service, parce que manager, c'est anglais, et puis les gens, ils comprendraient pas ce que ça veut dire, on n'a pas de fiche de poste par rapport à ça. C'est un exemple trivial, mais en même temps, il est bien parlant. Non, ce mot-là, les gens vont pas comprendre. Donc, on est capable d'affiner ensuite ces questionnaires, en tout cas de personnaliser au contexte. Troisième étape, la mise en œuvre de plans d'action collectifs, parce qu'à l'issue bien évidemment, de ce diagnostic quantitatif, on fait non seulement du questionnement, mais on fait aussi des préconisations par rapport à ça auprès des managers. En tout cas, on leur demande des préconisations, des suggestions pour dire, et si vous aviez à être un petit peu plus dans le slow management, finalement, avec le séminaire lequel j'étais ce matin, avec une équipe, les gens se disent oui, si on prenait plus le temps d'expliquer les choses à nos équipes, ils seraient beaucoup plus dans l'adhésion. Voilà, ok. Qu'est-ce qui fait qu'on prend pas le temps? Et puis là, les gens se regardent et ils disent, on est toujours dans l'urgence. Et donc, dans l'étoile du changement, c'est réduire un petit peu le fonctionnement en urgence et de temps en temps lever la main, on dit stop, là, il faut qu'on se pose. Et déjà qu'on discute entre nous. Ils sont 4 dans l'équipe de management. Donc, à un moment donné, c'est ça. C'est aussi de se dire, faites-nous des suggestions. Et comme on récolte des suggestions et finalement des
des résultats, on est capable de mettre un premier plan d'action en place, des premières préconisations faites par les managers pour aller vers un peu plus de slow management, comment prendre un peu plus de temps avec les équipes. Un premier plan d'action qui peut être collectif, ça peut être des formations. On a des formations manager coach, on a des formations sur la culture du feedback, une journée par-ci, une journée par-là. On peut effectivement commencer à mettre en œuvre des plans d'action. Et ce qui est intéressant, dans le premier webinaire qu'on avait fait, on disait qu'accompagner la transformation, c'est faire du collectif et de l'individuel. C'est le « et » qui est important dans cet espace-là. Et le collectif, super, là, on met en place des plans collectifs. Après, on passe à un mode individuel. C'est-à-dire que les personnes vont comprendre le comment faire et vont aussi bien adhérer à la démarche. Ils vont comprendre qu'est-ce que eux peuvent y gagner, les managers. Et donc, c'est leur proposer ensuite une approche peut-être plus qualitative avec des entretiens individuels et dans la démarche, leur faire passer un test pour voir effectivement par rapport à leur comportement, quels sont les comportements qu'ils pourraient amplifier pour faire un petit peu plus de slow management. Et bien évidemment, des plans collectifs, des plans d'action collectifs, que ce soit des formations ou des compléments ou des ateliers par service en fonction de la segmentation qu'on aura pu faire, on peut ensuite mettre en place pour les managers, pour chaque manager, un plan d'action individuel. Et la réussite d'une démarche de SMD, c'est de faire du collectif et de l'individuel. Alors l'individuel, on va y venir. Effectivement, cette démarche individuelle, comment ? 17h30, il reste 15 minutes. On est dans les temps. La démarche quantitative, et on prend le temps de dérouler tout ça. La démarche quantitative, SMD, c'est quoi ? C'est important, avant d'arriver sur la démarche individuelle, de se dire, par exemple, notre questionnaire, si on rentre un peu dans le détail, démarche quantitative. Voilà des exemples. Là, je vous livre un exemple sur la thématique prendre soin de soi. C'est un type de questionnaire qu'on a mis en place sur, bien évidemment, comment moi-même je gère mon stress. C'est de se dire finalement, poser des questions. J'ai déjà mis en place une stratégie pour évacuer mon stress professionnel. Vrai, plutôt vrai, faux, plutôt faux. Si vous saviez le nombre de fois où quand on fait des interventions sur le stress, on demande aux personnes comment vous-même vous gérez votre propre stress. Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est quoi les stratégies que vous avez mis en place? Il est important de savoir effectivement d'où je pars. Je suis plutôt détendu et serein quand j'interagis avec mes équipes. Voilà, pareil, se jauger par rapport à ça. Mes équipes me renvoient l'image d'un manager sous stress. Effectivement, si je suis stressé, sur le workshop de ce matin, on a bien vu, on était en coprotection, on a pu se dire les choses, et puis à un moment donné, on est capable de dire à son manager, on voit très très bien quand tu es stressé, de toute façon, tu n'as pas le même visage, etc. Donc, et puis à un moment donné, ça s'accélère et tu es de plus en plus stressé. Donc, c'est intéressant aussi de bien avoir cette vision de l'impact qu'on peut avoir sur ces équipes. Je n'ai pas le temps de prendre du temps pour me poser dans mon travail. Voilà, on a un certain nombre d'affirmations comme ça qui permettent de nous donner. Est-ce que c'est après des pourcentages, plutôt vrai, plutôt faux, ou faux, plutôt faux. Des commentaires et puis surtout des suggestions et des points positifs ou des propositions pour améliorer les choses. Voilà, ça c'est un exemple d'une grille de questions qu'on a fait pour prendre soin de soi. On a fait la même chose pour bien connaître l'autre, en partant notamment par exemple sur les entretiens d'évaluation. Ils sont planifiés et tenus, super. Est-ce que déjà je l'ai fait? Des fois on les fait pas. Mais c'est pas parce que je l'ai fait que je l'ai fait dans une forme de slow management. Dans les échanges, lors des entretiens annuels, je prends le temps pour bien connaître mes équipes. Les entretiens annuels sont inutiles parce que de toute façon, on n'a pas le temps de mettre en œuvre les plans d'action définis. Et je peux faire des points intermédiaires d'étape pendant l'année pour nous situer avec mon collaborateur. Voilà, encore une fois, tout ça est paramétrable, mais c'est des exemples qu'on vous a mis pour le type de questions. Et si j'en prends une dernière, faire du feedback, je prends le temps nécessaire lorsque je dois faire un feedback individuel à un collaborateur, plutôt bien évidemment que de faire dans le couloir. Je profite des réunions collectives pour faire des feedbacks à mes équipes. Bon, très bien, oui, non. Le feedback est souvent pris par mes équipes comme un reproche ou une critique. OK. Voilà, donc ça nous informe aussi sur la culture et la maturité qu'a l'équipe par rapport au feedback. Et parfois, on a aussi, je ne sais pas, faire un feedback négatif. Donc, ça peut être intéressant de voir où en sont les personnes par rapport à ça. Parce que faire un feedback négatif ou prendre le temps de le faire aussi, c'est aussi, à un moment donné, faire du slow management pour se dire, je prends le temps pour pouvoir bien expliquer ce qui est positif et bien expliquer aussi ce que j'attends
de la personne et qui est peut-être pas au rendez-vous. Mais prendre le temps est important. Voilà sur la démarche quantitative. Donc, vous voyez bien que sur les 6 thématiques, on peut agrémenter d'un certain nombre de questions par rapport à ça. La démarche qualitative, parce que la personne et le manager va aussi attendre de notre part qu'on puisse aussi l'emmener sur quelque chose qui lui est très spécifique, qui lui est très particulier et qui va pouvoir aussi, bien évidemment, mettre en œuvre dans son environnement, lui, avec son équipe. Donc là, SMD, le Slow Management Development, s'appuie sur un outil, effectivement, un test qu'on fait passer tout simplement au manager. C'est un test qui est très lié d'ailleurs au développement aussi du leadership et dans lequel on a identifié, alors c'est un test sur lequel il y a grosso modo, enfin très précisément même 22 critères. Vous voyez un petit peu en bas à gauche là les éléments et on peut jauger, on peut identifier avec des petits stickers. Là on voit qu'une personne peut être haut, moyen ou bas sur un critère et on a identifié dans ce test-là, et c'est très intéressant de le faire et de faire la restitution de ce test au manager, il y a un certain nombre de critères qui sont des critères plutôt dans le rouge, plutôt dans le fast management. Je vais les citer très, très rapidement, mais je prends des décisions seules, voilà, individuelles. Ça nous éloigne un petit peu des équipes. Je suis très persuasif, parce que le persuasif très haut, il parle beaucoup, il est très vendeur de ses idées, il n'est pas forcément dans l'écoute. Je suis très, très, très dans la retenue des émotions. Alors, c'est super, je suis calme, mais parfois, dans le slow management, on l'a vu, c'était très lié à la partie émotionnelle aussi, à se mettre en lien avec les gens. Donc, si je suis haut sur la retenue des émotions, ça veut dire que peut-être je suis pas forcément dans me mettre en lien avec les gens. Très structuré, très organisé. Voilà, il y a des personnes qui ne jurent que par l'organisation et le contrôle. Un critère dominant, j'obtiens des résultats en mettant beaucoup de pression sur mes équipes. C'est le critère un peu dominant au sens je mets beaucoup d'énergie pour atteindre du résultat. Je suis pas centré sur le management, je suis pas sur piloter l'équipe et puis coordonner les efforts. Je suis très compétitif. Un manager qui arrive à 80% en dominant, en règle générale, c'est des managers qui mettent beaucoup de pression sur les équipes, avec un niveau d'exigence parfois qui est très élevé, le critère production. Et effectivement, la réaction de l'autorité, c'est tout ce qui est top-down, j'exécute sans forcément poser de questions. Donc, à un moment donné, attention, ce sont des critères qui peuvent être des critères qui nous poussent un petit peu à des comportements fast. De l'autre côté, en complément, tout simplement, il y a aussi des critères dans ce test, il y en a 22, qui font référence beaucoup plus au slow management. Et c'est très intéressant en passant ce test de voir quelqu'un qui peut être aussi très haut sur l'aisance sociale. L'aisance sociale, c'est la capacité que j'ai à mettre en place des moments très informels avec les équipes, des moments pendant lesquels je vais partager des choses, pas forcément orientées boulot. D'ailleurs, ça peut être des moments très conviviaux. D'ailleurs, ce matin, il a été redit de remettre plus de moments conviviaux avec l'équipe, etc. Et donc, et parfois, c'est un critère sur lequel que j'utilise pas, parce que si je suis un peu plus dans le fast, je vais pas utiliser cette aisance sociale. La dynamisation, c'est aussi quand je parle, savoir aussi mettre de l'énergie émotionnelle, un petit peu d'énergie. D'ailleurs, c'est un critère, on dit souvent savoir générer de l'enthousiasme dans les équipes. C'est charger finalement en émotions positives les personnes. Voilà, la communication, c'est aussi être dans l'échange avec les gens, les personnes de son équipe, les équipes, lorsqu'on leur demande effectivement de faire quelque chose. Si je suis très bas sur la communication, ça veut dire que je ne vois pas l'importance de pouvoir bien expliquer ce que j'attends des personnes et surtout d'arriver à un moment donné à bien leur faire comprendre comment tout ça fonctionne et ce que j'attends d'eux. La délégation, c'est faire confiance, c'est aussi arriver à leur proposer de prendre des responsabilités et puis bien évidemment c'est très très bon pour l'estime de soi. Le feedback, j'en ai parlé, on en a beaucoup parlé, c'est un formidable outil pour faire du slow management. Il s'avère que dans le SLD, il y a un critère
sur le feedback, et on peut jauger si je suis plutôt haut, moyen ou bas sur le feedback. C'est bien adapté. Centré sur le management pour coordonner les efforts de mes équipes, le consensuel pour plutôt écouter avant de prendre des décisions qui ont un caractère un peu individuel, et bien évidemment dans le travail en équipe, dans le fonctionnement en équipe, il y a un critère empathie. Donc vous voyez bien que tous ces critères qui sont sur la droite sont plus des critères de slow management, et ceux qui sont sur la gauche sont plutôt des critères de fast management. En faisant passer ce test au manager, on est capable d'avoir une cartographie sur ces 22 critères au global, mais sur l'ensemble de cette liste-là, sur le profil de la personne. Et bien évidemment, ça permettra au manager de mettre en place un plan d'action individuel en identifiant sur les critères qui sont à droite, les critères qui sont dans le vert, en identifiant quels sont les points à travailler. Alors, mettre en œuvre le slow management de plan d'action individuel, ça c'est un peu une redite de ce qu'on a dit la dernière fois, bien évidemment. Je vais quand même un petit peu le dire là. C'est quelques exemples par rapport à ce qu'on avait dit. On en a repris 3, prendre le temps de prendre soin de soi. Nous, on a aussi cette capacité à proposer des choses, bien évidemment, pour la bonne gestion du stress. C'est bien de comprendre ce qui nous stresse, mais c'est bien aussi de proposer, quand on est cabinet de RH comme on l'est, des solutions. On travaille nous beaucoup avec la cohérence cardiaque, avec des outils de distanciation. C'est un outil très intéressant pour se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et puis voir un petit peu ce que lui pourrait en penser. Réévaluation cognitive. On s'endort toujours sur le problème de la journée qui nous réveille dans la nuit. Donc, réévaluation cognitive, c'est important de faire le bilan de sa journée pour regarder tout ce qui s'est passé de positif dans une journée. Et il y a plein de choses, mais que notre cerveau ne veut pas voir parce qu'il verra de toute façon que le petit grain de sable dans la mécanique de la journée. Et la multisensorialité, c'est un très très bel exercice pour remettre son cerveau en haut débit en essayant effectivement de travailler sur du visuel, sur de l'auditif, sur du kinesthésique, de l'olfactif et du gustatif. Voilà, c'est des choses qui peuvent être bien évidemment mises en œuvre si on identifie sur cette thématique-là que le manager a besoin de mettre ça en place. Sur connaître son équipe, on reste sur notre test Birkman, c'est savoir ce qui est important pour un manager et notamment un slow manager, parce que 16% des managers déclarent être très bien informés sur les RPS. C'est sûr que il est important pour un manager dans la bonne connaissance de ses équipes de bien connaître ce dont les personnes ont besoin. Il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui comptent. Comme le disait le grand philosophe grec, à un moment donné, c'est important de savoir est-ce que les personnes de mon équipe ont besoin de support individuel, d'émotions, d'expression d'émotions, de temps. Certains ont besoin de challenge, d'autorité, de variété. Certains ont besoin d'interaction de groupe, qu'on soit clair, direct et logique avec eux. Et ils ont besoin d'avoir de l'activité, voire même beaucoup d'activité parfois. Et certains ont besoin de pouvoir travailler dans l'organisation, la cohérence et la confiance. Ça aussi, c'est un outil sur lequel on peut travailler avec les managers. Puis un dernier point, c'est vraiment comment la relation se met en place. Et il est important à un moment donné de bien savoir si son manager, mais surtout, son collaborateur a besoin de ce pré-contact, créer du lien. Il y a des managers qui vont tout de suite dans l'échange sur le tout doux, alors que finalement, le slow manager, lui, va faire très attention à la mise en lien, à créer du lien en pré-contact et bien évidemment ensuite à faire le post-contact, débriefer, ancrer, remercier la personne de l'échange. D'ailleurs, parfois, je dis, sur une heure de réunion, tu fais 5 minutes de pré-contact et tu fais 5 minutes de débrief pour parfois d'ailleurs profiter pour faire un feedback de comment on a réussi à bien travailler ensemble. Pour conclure, voilà, 17h43, pour conclure, on avait conclu un peu comme ça la dernière fois, bien évidemment. Nous, notre ambition, c'est pas de passer de 90-10 à 10-90, c'est surtout de se dire que finalement, un manager, c'est quelqu'un qui est expert de la tâche, c'est quelqu'un qui est organisateur, mais c'est aussi favoriser en quelque sorte le côté leader et le côté coach. Donc déjà, c'est d'essayer d'arriver de passer avec les fast managers dans l'entreprise de 90-10 à 80-20, moyennant tous les outils qu'on vient de préparer. Et puis aussi de pouvoir, ce faisant, libérer un petit peu la partie RH qui très souvent prend le relais
du slow management dans l'entreprise, parce qu'une RH, c'est le monde idéal, on est un petit peu comme ça. Et donc, si vous souhaitez effectivement voir comment les managers peuvent un petit peu plus prendre ce rôle de slow manager dans l'entreprise et de manière à être vigilant sur le bien-être, eh bien, on vous propose de nous rappeler, bien évidemment, pour qu'on vous présente un peu plus dans le détail notre programme SMD, Slow Management Development, d'accompagnement des managers pour équilibrer, même si 80-20, c'est un équilibre un peu bizarre, mais en tout cas, si on arrive déjà à faire ça, c'est beaucoup. Équilibrer le fast et le slow management dans l'entreprise pour bien évidemment éviter l'obsolescence programmée de nos équipes. Voilà, il est 44, mon cher Xavier Noël. Merci beaucoup Michel pour ce partage et voilà et cette démonstration. Donc on espère que ça vous a plu. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Il y a une question dans le chat et n'hésitez pas bien sûr à poser les vôtres. Alors questions ou remarques, peut-être retour d'expérience aussi. Est-ce que vous-même vous êtes plutôt slow ou fast manager? On va pas poser le sondage, mais on vous invite à vous poser vous cette question. Et effectivement, voilà, donc merci en tout cas à vous pour le temps que vous avez accordé. Avant de passer aux questions-réponses, juste vous parler de notre prochaine date, puisque dans moins d'un mois, le 14 novembre, on va être sur un sujet qui va être le sujet du recrutement, mais dans un contexte international et plus spécifiquement transfrontalier. Alors on dit webinar, mais ce sera un webinaire un peu table ronde, puisqu'on a la particularité chez Proevolution d'avoir des spécialistes de différentes cultures et origines, et notamment faire un focus sur la France bien sûr, mais également l'Allemagne et l'Espagne, sur quelles sont les finalement différences de comportement qu'il peut y avoir dans un recrutement d'un pays à l'autre. C'est important si vous avez effectivement des filiales étrangères, ou si vous-même vous êtes une filiale d'un groupe étranger, ou si vous justement, vous voyez l'opportunité dans un contexte de guerre des talents, d'aller justement chercher les talents de l'autre côté de la frontière. Voilà, vous avez le lien, vous avez le QR code, je vais également reprendre le lien et vous le partager dans le chat si vous souhaitez d'ores et déjà vous inscrire. En tout cas, vous pouvez noter la date. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de passer aux questions. Alors, pour l'instant, la question, mais je vous invite les uns les autres à poser les vôtres. Donc, la première question, question un peu remarque de Bruno Arbonnel, qui nous dit dans le cadre spécifique du management de transition, avec une mission présentant un début et une fin, ne peut-on pas être un manager, incarner le management, tout en mettant en place une certaine cadence au regard des attentes des donneurs d'ordre, actionnaires ou autres? Alors effectivement, la particularité des managers de transition, c'est que vous êtes nombreux dans notre communauté à suivre les webinaires. Alors est-ce que ça s'applique pour eux, Michel? Alors effectivement, après management de transition, je connais bien aussi puisque c'est une de nos activités. On est mandaté sur une mission, le management de transition, le manager de transition. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a des cadences. Après, j'ai connu des managers de transition qui étaient mandatés sur ce type de mission et qui savaient très très bien soigner la relation aussi à leur direct report aux équipes. Donc je pense que c'est là aussi la logique du et, c'est-à-dire j'ai des objectifs, des missions, des attentes, des indicateurs. Je suis certainement mesuré sur des indicateurs et en même temps, c'est prendre soin des personnes. Et alors c'est vrai que ne nous voilons pas la face. Parfois, certains managers de transition sur des missions de réorganisation qui peuvent être délicates, difficiles, mais finalement, ce qui est important quand même, c'est que dans le contexte et dans la façon, les gens vont toujours observer la façon dont vous vous y prenez, la façon de faire. On peut comprendre tous les comment si on a compris le pourquoi, si on a accepté le pourquoi, mais après, il y a effectivement, même pour les choses les plus compliquées, les gens reconnaîtront toujours la façon dont, si vous avez été attentif aux mots, vous avez été attentif à la relation, vous avez soigné votre communication. Finalement, quand on fait un feedback à quelqu'un, même si ce qu'on dit à la personne, par exemple, je prends cet exemple-là, c'est vrai, c'est très juste, la personne doit s'améliorer là-dessus, mais je ne fais pas attention à la façon dont je lui dis les choses. Quand la personne sort de mon bureau, à votre avis, elle se souvient de quoi? Elle se souvient du fond, du contenu, de ce que vous lui avez demandé d'améliorer, ou de la forme et de la façon dont vous avez su lui mettre une claque, parce que vous-même, vous étiez peut-être stressé, vous n'avez pas fait attention aux mots, vous n'avez pas pris soin de la personne. Franchement, la personne, quand elle ressort, elle se souvient un petit peu de la claque, et puis après, on lui dit, ouais, d'accord, tu me dis que le chef a été méchant avec toi, il t'a mis une claque, mais le fond, c'était quoi? Je m'en souviens plus.
où je l'ai pas mémorisé émotionnellement. Donc la façon dont on dit les choses, même en management de transition, sur la façon dont on fait les choses, même en management de transition, sur des missions peut-être plus touchy et plus sensibles, le comportement de leadership du manager de transition est également important. Voilà ma réponse. Oui. Merci Michel. Alors ça a libéré les questions, hein. Les questions pratiques à laquelle j'ai répondu, hein, pour ceux qui ont raté le début du webinaire. Donc rassurez-vous, vous pouvez le revoir en vous connectant avec ce même lien de participation. Donc n'hésitez pas à y retourner et on fera aussi ultérieurement un article à ce sujet. Question de Corinne. Comment être un slow manager quand on est soi-même managé par un fast manager? Excellente question, j'adore. C'est une excellente question. Il y avait un manager qui une fois m'a dit, mais il y a très très longtemps, il faut savoir manager son manager. En fait, c'est intéressant cette question parce que je suis intimement convaincu, et nous le sommes intimement convaincus, que là, dans l'approche systémique, on peut pas juste jouer sur une personne soi-même. Si vous savez le nombre de fois où on travaille en coaching sur un manager et qu'après, dans les échanges avec un manager, on en vient tout de suite forcément à son manager à lui. Oui, mais moi, tu me demandes de mettre moins de pression sur mes équipes. En tout cas, ce serait une option. Toi, tu me demandes rien, tu es un coach, mais moi, je pourrais le faire. Mais regarde mon responsable. Si lui, il bouge pas, moi, je vais pas pouvoir bouger. En tout cas, tout ce que je vais tricoter le jour, il sera détricoté par mon manager la nuit ou le lendemain. Donc, à un moment donné, c'est une excellente question. La démarche de slow management, c'est une approche systémique. C'est l'ensemble de l'organisation qui doit s'y mettre, effectivement, à tous les étages de la fusée. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas faire une démarche comme ça, tu as les managers qui te regardent et qui te disent, et je l'avais dit dans le tout premier webinaire qu'on avait fait, ils te disent, mais Michel, c'est bien ce que tu me dis, mais là-haut, ils en font du slow. Et du coup, si on est désaligné, moi j'essaie autant que faire se peut, faire du slow, et puis que mon manager n'en fait pas. Donc pour répondre à cette question, c'est deux choses. C'est déjà voir en quoi et comment moi je peux influencer mon manager, hein, parce que c'est peut-être pas dans ma zone de contrôle, mais c'est dans ma zone d'influence. Il y a des choses qui sont pas dans ma zone de contrôle vis-à-vis de lui, mais quand même, je peux potentiellement influencer, peut-être aussi mettre des garde-fous aussi, hein, de manière à pouvoir me protéger d'un certain nombre de pressions qui peuvent arriver du haut. Et après, franchement, là, ça c'est, on va dire 20% de la réponse, et 80% de la réponse, c'est vraiment c'est une approche globale de l'ensemble du système. Et l'approche systémique, hein, donc proche de Palo Alto, etc. Mais dans l'approche systémique, il est important de travailler sur le système complet. Sinon, on va dire, c'est très ponctuel, ça marche un certain temps, et après, on est de nouveau bouffé par le système. Merci. Donc, on voit une question ça repose, et du coup, ça repose une autre question qui est la capacité qu'ont les organisations et les entreprises aujourd'hui à être des systèmes et des structures apprenantes. Et ça, c'est un autre sujet. Et je crois qu'on pourra faire un webinaire là-dessus, parce qu'il y a de l'importance aussi d'apprendre collectivement par rapport à un sujet. On a déjà le sujet du webinaire de début 2025. Oui, on va réfléchir à ça. Merci Corinne. Ouais, très, très bonne question, et on voit que vous étiez plusieurs à la liker, donc on imagine qu'il y a des questions d'incarnation. Donc vous saurez quoi faire, quoi influer, en tout cas tenter d'influer pour la suite. Question d'Étienne. Le management transversal, entre parenthèses chef de projet, n'est-il pas la bonne école pour le slow management? Qu'en penses-tu, Michel? Ouais, ça résonne beaucoup, Étienne, ce que tu dis là, c'est parce qu'effectivement, quand on a vu dans le SMD, en tout cas l'outil qu'on met en place par rapport à ça, il y a beaucoup de critères de comportement que quand tu n'es pas forcément manager hiérarchique ou d'équipe, mais que tu es manager transversal, ça fait beaucoup appel aussi d'une manière ou d'une autre avec les équipes en management transverse, un petit peu d'aisance sociale, peut créer l'enthousiasme, la dynamisation, de la communication avec les équipes, à bien répéter aussi parfois les messages puisqu'ils sont pas forcément compris, et puis les autres ils ont autre chose à faire aussi, et ce que tu leur demandes ça vient parfois en plus. Et puis surtout le consensuel, le coopératif aussi, il y en a d'autres, des critères qu'on aurait pu rajouter. Donc je trouve effectivement que ce qu'un manager transverse peut développer en termes d'habitudes comportementales peut beaucoup ensuite influer si lui-même prend des équipes sur le management d'équipe. Sauf voilà. Donc après,
c'est le système. Attention à pas se faire bouffer par le système qui va commencer à nous faire accélérer. Et le management transverse, parfois on dit très souvent où les personnes me disent ben non, moi j'ai pas de management, je suis chef de projet. Oui, mais on a tous quelque chose à manager, que ça soit des équipes ou aussi un projet. Comment tu t'interfaces avec les autres. Et quand ce lien hiérarchique est pas là, comme par hasard, on appuie sur des leviers qui sont différents et qui sont tout aussi efficaces. Et pour avoir aussi coaché énormément de directeurs de projet, le petit schéma que je vous ai montré là sur le pré-contact, oui, Carmen que j'avais dans mon bureau, je l'avais aussi cité dans un autre webinaire. Elle m'expliquait que ça lui pesait parce qu'en tant que directeur de projet, directrice de projet, quand elle allait voir une personne, Marcel lui demandait toujours, il lui disait attends Carmen, avant qu'on engage sur le truc, viens on va boire un café. Et ça l'énervait parce qu'elle disait tu te rends compte Michel, moi j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps. Oui, mais prendre le temps d'aller boire un café avec Marcel, c'est important. Et c'est aussi important, et tant que tu vas investir là et pas perdre, eh ben, tu vas le gagner en aval parce que du coup, ça sera beaucoup plus efficace dans la relation. Donc, je pense que c'est un bon levier. Ça, c'est pas tout, mais c'est aussi un bon levier, en tout cas une bonne école pour apprendre à faire du slow management. Merci pour Voilà. cette réponse. Merci, Étienne. Alors, je complète rapidement puisque j'ai aussi un petit peu ce rôle de management transverse au sein de Proévolution et c'est vrai que le regard n'est pas le même d'une personne que vous managez, qui peut avoir un sentiment hiérarchique qui peut couper ou peut-être l'inverse selon les générations, selon les personnes, rendre le contact plus difficile ou plus facile. Et peut-être que le management de transfert, c'est une manière de délier les langues, de chercher des solutions, d'en parler. Et c'est vrai ce qu'on fait chez Provision pour témoigner, on échange entre nous, entre membres du CODIR, on échange justement lors de réunions de CODIR, et ça peut être un bon moyen parfois de faire remonter une information. Ça peut être délicat dans certains cas, mais en tout cas, voilà, c'est une manière peut-être d'amener du slow quand le manager, et ça répond à la question de Corinne tout à l'heure, ça peut être une solution de passer par le transverse. Voilà, une question à présent d'Isabelle qui précise qu'elle est coach en entreprise, manager de transition, très engagée dans la souffrance au travail et qui fait remarquer donc que 16% des managers déclarent être informés sur les RPS, risques psychosociaux. C'est vraiment très peu. Comment faites-vous pour renverser la tendance sur ce sujet sensible sur la santé mentale des managers et aussi des collaborateurs? Et je complète la question. Quels conseils on peut donner à notre Premier ministre qui a mis justement en chantier cette santé mentale pour 2025? Voilà, qu'est-ce que les managers peuvent faire? Alors c'est le rôle. Merci pour la question. Effectivement, c'est un peu notre rôle de coach en entreprise, j'avais presque envie de dire d'être tenace, déjà de beaucoup communiquer par rapport à ça, de rappeler la responsabilité qu'a l'entreprise et par l'intermédiaire de l'entreprise les managers, de la responsabilité même juridique, bien évidemment, de la santé et du bien-être des salariés au travail. Et en partant de ce constat-là, c'est le rôle que peut jouer effectivement un manager par rapport à ses équipes, et que s'il passe du temps et s'il investit du temps en amont sur la relation avec ses équipes, bien évidemment, il y aura un effet immédiat sur les résultats. On le sait très bien, quand les machines s'emballent, les managers deviennent stressés, ils passent de fast à very fast management, et puis on sait très bien qu'une organisation qui est elle-même sous stress, plutôt que de trouver des espaces de respiration et de liberté, des espaces de parole pour essayer d'échanger, pour essayer d'être créatif, pour voir comment on peut faire, on augmente finalement, et ça marche à tous les coups, on amplifie les contrôles, les reporting, les chiffres. Donc, en fait, une structure qui est sous stress, un manager qui est sous stress et qui est dans le fast, va avoir un effet négatif finalement sur la créativité et sur le bien-être, mais bien-être et créativité de ses salariés. Donc, le seul conseil que moi je peux te donner, en tout cas, c'est que nous donner en tant que coach, c'est de continuer de porter cette parole-là auprès des managers, et puis bien évidemment après de leur proposer, pourquoi pas, de mettre en place toutes ces logiques de gestion du stress pour nous-mêmes, essayer de donner des outils
aux managers qui pourraient être eux-mêmes en mal-être. Mais la difficulté qu'il y a derrière ça aussi, c'est un peu le sujet du webinaire de l'année prochaine que je citais. Alors 18 ans de pratique, ça nous questionne aussi beaucoup sur la capacité qu'ont les entreprises à apprendre. Est-ce que l'entreprise finalement c'est un organisme vivant qui est apprenant? Il est vivant, ça c'est certes, hein, c'est une somme d'individus, c'est un système, il vit dans son homéostasie, il n'aime pas les changements, etc. Mais sauf que dans une entreprise, il y a aussi, tu fais tout un travail avec toute une organisation, avec un directeur général, et tu descends l'ensemble, et puis pof, une personne change dans la structure, et il faut tout recommencer. Donc il y a une question peut-être derrière la question qui est un peu de l'éternel recommencement. Ça, je dois dire, ça consomme beaucoup d'énergie des coachs et des consultants RH, et j'ai pas encore tout à fait la réponse pour savoir comment arriver à vraiment faire des points d'ancrage avec une personne, ça va bien. Faire des points d'ancrage avec une équipe, ça aussi, ça peut fonctionner. Donc déjà travailler sur des périmètres qui sont des périmètres aussi atteignables. Travailler sur une structure complète et une organisation complète, c'est difficile aujourd'hui. En tout cas, moi, je me questionne encore là-dessus. Voilà, parce que parfois le sentiment quand même. Alors la répétition fixe la notion, donc faut répéter encore. Et des fois, tu dis quand même, ça fait longtemps qu'on répète. Alors ou bien on répète mal en tant que coach, les coachs sont pas bons, les coachs sont mauvais, ou bien non, je plaisante, ou bien finalement l'entreprise a un petit peu de mal à ancrer les choses. Ou bien il y a un petit peu des deux, et puis essayer d'être créatif aussi dans sa façon de dire les choses en tant que coach. Et là, c'est un peu, on va dire, une question qu'on peut se poser nous dans nos pratiques. Voilà. Et comment arriver à faire en sorte que ce que je communique, c'est ce que l'autre il a compris. Et donc peut-être innover aussi dans nos façons de dire les choses, dans notre offre conseil. Et c'est tout un sujet d'ailleurs qu'on évoque à l'interne chez nous. Voilà, merci pour la question. Voilà, et on arrive à la dernière question, ça tombe bien, on est au bout de l'heure. Question de Corinne de nouveau, et c'est bien, ça fait transition avec les sujets internationaux qu'on aura au prochain webinaire, même si là on s'éloigne des frontières, puisqu'elle nous demande comment expliquez-vous qu'en Asie, plus la tension monte, plus ils sont calmes. Donc quelles sont les différences culturelles? Michel, as-tu un retour d'expérience sur l'Asie, ou peut-être d'autres cultures qu'on peut citer pour répondre à cette question? Alors non, moi j'ai pas d'expérience en Asie. Je pense qu'effectivement après ça va nous chercher sur des choses qui sont enfin l'iceberg que vous devez connaître, contexte, comportement, impact, ça c'est ce qui est visible. Et en dessous il y a toute l'éducation, il y a toute la culture, enfin je dirais la personnalité, mais des peuples entiers, qui fait qu'à un moment donné, l'histoire d'un peuple n'est pas forcément l'histoire d'un autre peuple. Et donc, je pense que ça doit ancrer dans les gènes, dans une forme de psychogénéalogie, ça doit ancrer des réflexes par rapport aux situations. On sait très bien que des personnes qui n'ont rien, ils sont prêts à tout donner avec un grand sourire. Voilà, donc cela dit, je pense qu'après l'adaptation du multiculturel, il est important. Et à ce sujet, alors moi, j'ai pas d'expérience en Asie, mais c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui beaucoup aussi sur le multiculturel, un petit peu plus en Europe. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le Maghreb, en Turquie, en République tchèque, etc. On sent aussi à un moment donné que parfois, sur certains niveaux de comportement, voilà, il est du coup important dans la démarche de bien repartir du contexte de l'entreprise, en tout cas du contexte de la culture, pour bien adapter ensuite, bien évidemment, qu'est-ce que ça peut vouloir dire être slow manager pour un Allemand par rapport à un Français ou pour un Italien par rapport à un Français, etc. Donc, c'est une méthode qui peut être adaptée, elle doit être adaptée finalement à la culture. Pour ce qui me concerne, j'ai pas d'expérience en Asie, mais j'en ai dans d'autres pays, et de l'importance pour le coach de pas simplement dérouler, mais de bien comprendre aussi dans les échanges qu'il a en amont avec la direction de l'entreprise dans le pays où il est, qu'est-ce que ça veut dire quand tu débarques dans un pays à Alger, dans l'agence à Alger, dans une petite salle où il y a 25 personnes, voilà, et toi tu es français et tu arrives en Algérie pour parler de leadership et pareil de slow management, c'est aussi beaucoup se mettre à l'écoute un petit peu de la façon dont les gens ils interprètent ça et quelle est la culture du pays.
bien évidemment, après, c'est des entretiens individuels qui te permettent aussi de beaucoup rentrer dans la culture de tes interlocuteurs. Voilà, Corinne. Et Michel qui complète en disant pour mieux comprendre les Asiatiques, pratiquer les arts martiaux. Voilà, c'est une manière de Voilà. prendre le Ben, merci. culturel. Je prends le conseil. À 63 ans, je vais m'y mettre. Allez, jamais trop tard. Voilà, ben on arrive au bout de ce webinaire. Parfait. Merci encore, Michel, pour ce témoignage, cette transmission. Merci Merci à à vous vous tous tous. d'avoir participé. On espère bien sûr que ça vous a plu. Donc le replay sera disponible à ce même lien et on vous fera un article comme on le fait habituellement. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le site proevolution.pro le dernier article sur les projets impact qui a été donc publié semaine dernière. Et donc on vous rappelle la date de notre prochain webinar, 14 novembre, sur un sujet de recrutement justement transfrontalier. Voilà. Sur ce, on vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et on espère se retrouver très bientôt, que ce soit autour d'un webinar ou d'un café, justement, ou d'autres projets qu'on peut avoir ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci énormément du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée! Merci. Bonne soirée. Au revoir.